Bonjour à tous. Nouveau monde, nouveaux acteurs, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Surtout quand on regarde la table ronde et les intervenants à cette table ronde, parce que la première question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, et à tour de rôle, c'est quelles ont été les trajectoires de vos entreprises qui ont fait qu'à un moment ou un autre, vous soyez intéressé à la e-santé. Parce qu'on a d'un côté un assureur au départ, on a un fabricant de matériel, Philips était connu pour faire des ampoules et des téléviseurs, et on a un start-upper. On a vraiment trois trajectoires qui percutent le monde de la e-santé. Et Jean, comment on fait, en fin de compte, pour voir cette trajectoire d'un assureur au départ arriver à s'intéresser à la téléconsultation comme vous le faites ? C'est mieux comme ça ? Ouais. Chez AXA, on est effectivement des assureurs, mais on est aussi des docteurs et on est un peu des hackers. Alors, on est des assureurs complémentaires. Un assureur complémentaire, il fait ce que le système de base ne fait pas. Et on s'est intéressé à la téléconsultation parce que justement, c'était quelque chose qui n'était pas offert, qui n'était pas couvert par la sécurité sociale, pour dire les choses simplement. Donc en tant qu'assureur complémentaire, se dire... c'est quoi les zones où on peut apporter des choses aux gens qui ne sont pas apportées par le système de base, donc qui justifient le rôle de l'assureur complémentaire, c'est déjà pas complètement absurde. Ensuite, on est aussi chez AXA des docteurs. On le sait moins, mais il y a une entité de service chez AXA qui fait de l'assistance médicale. Et donc, on avait la chance d'avoir des plateaux avec des dizaines de médecins, des dizaines d'infirmières, qui, évidemment, à l'origine, faisaient un métier surtout orienté sur le voyageur, mais qui, au fond, on a fait une espèce de petite cabriole intellectuelle, et on s'est dit, mais au fond, ces gens-là, ils savent gérer des malades à distance, ils font ça toute la journée depuis 50 ans. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire pour une population domestique ? Et ben, d'abord, ce n'était pas évident. Ce n'était pas évident qu'ils en aient envie. Ce n'est pas évident qu'ils sachent le faire. Et avec l'usage, maintenant on s'aperçoit qu'ils le font très bien, et ils en ont de plus en plus envie. C'est-à-dire que plus un médecin fait de la téléconsultation, plus au fond il trouve que c'est bien la téléconsultation. Mais on a évidemment profité de cette base installée de médecins salariés, formés à l'urgence, formés à la médecine générale aussi, et donc capables de mettre à la disposition des assurés la première téléconsultation grand public au fond du généraliste à distance. Puis on est aussi un peu des hackers parce que pour le faire, il fallait avoir envie d'affronter un système qui est un peu résistant quand même. On a reçu des tas de lettres très inquiètes de gens qui disaient « mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? C'était pas prévu dans le truc de 2010 qu'un assureur se mette à faire de la téléconsultation. On n'avait pas voulu ça. » Bah oui, mais on est en République, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Donc vous n'avez pas assez contraint le système, et nous, on va le faire. Et beaucoup de gens nous ont imités. Voilà, c'est ça la trajectoire. C'est une superbe trajectoire. Il faudra qu'on continue justement à voir comment d'autres acteurs, et je crois que ça caractérisera très certainement beaucoup de gens dans la salle, peuvent suivre ces exemples pour arriver à faire de la création et l'innovation dans des lieux qui sont, si je peux me permettre d'être un tout petit peu en rupture avec ce qu'a dit M. Vigoureau, qui sont différents des lieux traditionnellement dédiés à l'innovation ou à des prises en charge différentes, qui pour moi restent encore des lieux des cénacles très fermés et sur lesquels il y aurait beaucoup de choses à faire pour justement renforcer ces capacités d'innovation, en particulier dans les parcours. Philippe, alors Philips, c'est l'exemple type de l'entreprise que tout le monde connaît. Mais s'il y a bien quelque chose qu'on ne pouvait pas soupçonner il y a encore une dizaine d'années, c'est qu'un jour, Philips deviendrait une entreprise de santé. Oui, merci Olivier. Effectivement, je pense que je ne vais pas présenter la marque Philips, parce qu'on a tous eu une télé Philips dans notre foyer à un moment ou à un autre. Mais aujourd'hui, Philips
En fait, et sans aucune prétention, c'est une vieille dame de plus de 125 ans. Et on est entré dans ce qu'on appelle chez nous l'ère 6.0. Enfin 6.0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2016, avec la mise en bourse de la dernière activité de Philips, éclairage, donc après la séparation de la télé, du son hi-fi et l'éclairage en 2016, Philips s'est recentré à 100% sur la santé et le bien-être. Avec un objectif d'apporter effectivement des solutions sur le continuum de santé, partant de la vie saine, la prévention, le diagnostic, la thérapie et le retour à domicile. Le bien-être, on va en parler un petit peu, puisqu'en fait, on connaît tous, certains d'entre nous connaissons les produits Avent, qui sont des produits Philips. Donc, on connaît Philips dès la naissance. On a aussi, dans le bien-être, et j'ai découvert ça il y a peu de temps, des brosses à dents connectées. Donc, on arrive à connecter sa brosse à dents sur une application Android ou iPhone. Donc, voilà ce que fait Philips dans le bien-être. Dans la santé, on fait beaucoup de choses, à l'hôpital et aussi au domicile, mais je reviendrai sur le domicile un peu plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a vraiment une ambition. L'ambition de Philips au niveau du monde, du groupe, c'est de changer la vie de 3 milliards de personnes sur cette planète. Donc c'est une très forte ambition, mais bon, pour cela, on pense apporter des solutions innovantes qui seront plus accessibles, plus personnalisées, plus humaines et plus performantes. Alors comment va-t-on réaliser ça? Le groupe a réinvesti tous les ans 10% de son chiffre d'affaires en R&D. C'est assez conséquent. Surtout, 60% de cette R&D est réinvesti en digital, software, numérique et digital. Le groupe a aussi fait cette année 7 acquisitions majeures, dont la dernière Spectranetics, société américaine, qui nous place comme un des leaders européens en cardiovasculaire. Et en finale, il faut savoir que Philips est le premier déposant de brevets au niveau de l'Office européen et le premier déposant en termes de technologie médicale. Donc voilà un vrai virage du métier historique qui était l'ampoule électrique jusqu'à la santé connectée, avec des investissements, des acquisitions et une numérisation de nos activités, quoi, en quelques mots. Alors Franck, en fin de compte, le parcours le plus traditionnel, c'est celui du start-upper ici. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Je pensais que c'était beaucoup plus, d'une certaine manière, beaucoup plus innovant de voir un peu des changements de trajectoire. Mais vous, il y a un changement de trajectoire personnel, il y a une histoire particulière. Qu'est-ce qui fait que vous avez déclenché à un moment le phénomène de dire on va rentrer sur le domaine de la santé et sur quels critères en particulier ou sur quels besoins vous vous êtes particulièrement axé? Merci. Donc moi, je suis le hacker. je suis un start-upper. Moi, je suis un entrepreneur. J'aime bien démarrer des projets. J'ai monté une première société en 2005 qui s'appelle Criteo, qui est dans le monde de la publicité sur Internet et de l'analyse de données à grande échelle, puisque c'est une société qui maintenant va atteindre les 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires cette année, qui est cotée au Nasdaq. C'est une belle société qui est sur un domaine qui est à l'opposé de la santé. Puisque on se bat contre des Google, des Facebook au niveau mondial. C'est un domaine où il y a énormément de concurrence. Dès qu'on a une nouvelle idée, il y a 100 concurrents dans le monde qui se lancent sur la même chose. Et c'est un domaine où on manipule énormément de données et où il y a finalement très peu de régulation, même s'il y en a quand même. Et donc moi, au bout de 10 ans de cette aventure assez fantastique, j'avais envie, déjà parce que je suis entrepreneur, j'avais envie de redémarrer un nouveau projet, puis j'avais envie de quelque chose qui fasse plus de sens, quelque chose qui peut-être aide plus les gens et dans lequel on puisse utiliser ces technologies vraiment de pointe, là où forcément elles ne sont pas toujours appliquées. Et donc c'est ça qui m'a amené en fait à regarder le secteur de la santé. Et finalement le projet, ce qui est devenu Honestica, je dirais c'est venu par la rencontre avec beaucoup d'acteurs du secteur et la réalisation que entre la vision, la réalité d'aujourd'hui et la vision qui est projetée bien souvent, que ce soit dans des conférences comme celle-ci ou dans des magazines, on parle de la société de demain numérique, etc., le big data. La réalité, c'est que à l'hôpital, les secrétaires sont débordés, les médecins aussi, en ville, chacun a des logiciels différents. Et bien souvent, on s'envoie du papier, du fax. Et donc, ce qui nous intéressait, nous, c'était de partir de la photo existante, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et de se dire, mais c'est quoi le premier pas, c'est quoi le deuxième pas vers la santé numérique, la e-santé.
Et du coup, le projet s'est forgé là-dessus. Et donc là, on est en train de faire une plateforme ville-hôpital, parce que M. Vigroux en parlait, c'est un problème extrêmement complexe. Et donc on a la chance de travailler avec plusieurs hôpitaux et on démarre, et cette aventure qui semble, j'espère, là aussi assez extraordinaire. Ça va être le début d'une belle histoire. Sur le plan des besoins ressentis par les acteurs, il y a quelque chose qui est tout à fait intéressant, c'est que on a l'impression que vous êtes allé chercher des vrais besoins, et on a l'impression que le système traditionnel, en fin de compte, les acteurs traditionnels sont restés d'une certaine manière extrêmement campés sur les corporatismes. On a ce problème en santé en permanence, sur leur façon de faire, sur leurs usages, et que on est dans un domaine sur lequel la disruption dans le domaine de la santé n'est pas quelque chose d'évident. Et quand on voit d'ailleurs, on pourra en rediscuter avec Jean tout à l'heure sur le projet de loi de finances sécurité sociale là, qui vient de sortir, qui a été présenté à la commission des affaires sociales hier, que je vous engage à lire parce que l'article 35, c'est l'article qui va peut-être essayer de faire en sorte, si les forces administratives ne bloquent pas tout, de lancer un peu une bouffée d'oxygène par rapport en particulier à tout ce qui va concerner l'innovation. Mais des forces de résistance, on en a beaucoup dans le pays, et en particulier cette suradministration et ce surcontrôle, et on en reparlera dans la table ronde numéro 3, qui est exercée sur le domaine de la santé. Le système de santé français, Philippe, il est efficient ou pas ? Parce que Philippe s'est associé ou a suscité une étude qui s'appelle Future Health Index, je crois, qui compare au niveau international. Et j'aimerais bien que vous nous en disiez quelque chose. Parce que on a toujours tendance à considérer qu'on est le premier système de santé au monde en termes on va dire, d'efficience et de qualité. D'abord, les classements nous placent plutôt à la 15e place maintenant. Mais vous, qu'est-ce que vous avez trouvé ? Écoutez, effectivement, pour répondre à votre question, si on regarde cette étude que Philips a publiée pour la 2e année, donc qui est un observatoire des soins de santé connectés sur 19 pays, la réponse serait plutôt non. Notre système n'est pas efficient. Pourquoi n'est-il pas efficient ? C'est que on regarde d'abord une première chose. On a dans cette étude, dans cet observatoire, on a identifié ce qu'on appelle un indicateur d'efficience, qui regarde deux choses, qui va regarder d'abord combien on investit sur notre système de santé total entre l'AMO et l'AMC, selon les critères de l'OMS. Et aujourd'hui, on investit effectivement, on est 3e au niveau mondial en termes d'investissement, puisqu'on investit 11% du PIB dans la santé. Ensuite, on regarde des critères, un indicateur sanitaire qui reprend l'espérance de vie en bonne santé et le risque de décès entre 30 et 65 ans pour les maladies chroniques non infectieuses, telles que diabète, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires et cancer. Et quand on met les deux en face, l'un par rapport à l'autre, on s'aperçoit on passe de la 3e à la 14e place sur 19. Donc on n'est pas forcément efficient entre ce qu'on investit et ce qu'on mesure et ce qu'on récupère en résultat ou en résultat de santé. Donc effectivement, ça c'est une première chose. Il faut aussi rappeler que chaque année en France, on a 350 000 nouveaux cas de cancer, que c'est le poste de dépense, un des postes les plus importants avec 17 milliards d'euros. Donc il faut effectivement s'occuper de cela. Alors la deuxième chose qu'on a fait aussi dans cet observatoire, c'est qu'on a interrogé, Ipsos a interrogé pour Philips, 1500 Français, 200 professionnels de santé et 30 assureurs privés. Je pense que vous deviez en faire partie. C'est possible. Et en fait, seulement un Français sur 10 dit que le système de soins répond à ses besoins. Donc 9 sur 10 qu'il ne répond pas à ses besoins. Et donc quand on leur pose la question ce qu'il faut faire, ils disent qu'il faudrait investir davantage en prévention. Que ce soit un budget important du ministère de la Santé et de la Recherche, la prévention, et aussi qu'il faudrait une meilleure intégration des soins. Donc on rejoint le discours hôpital, ville et suivi. Ce qu'ils disent aussi, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, ils ne comprennent pas trop comment ça fonctionne et que c'est une source d'inégalité, donc inégalité entre les Français et inégalité territoriale aussi. Je voudrais juste rappeler aussi qu'un médecin sur deux ou un professionnel de santé sur deux souhaite passer la majorité de son temps à la prévention, donc prévention et intégration. Et ensuite, ils nous disent qu'effectivement, les soins de santé connectés, donc la médecine connectée, serait un levier
pour résoudre cette équation entre prévention et intégration des soins. Mais ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas comment ça marche. Il y a des objets connectés partout, il y a de la donnée partout, et ils sont vraiment perdus. Donc on a besoin de les aider. Et ce qui est très intéressant, c'est que les Français nous disent la médecine, les soins de santé connectés sans médecin, c'est pas possible. Il nous faut un médecin. Il nous faut un médecin et ils veulent des recommandations des médecins pour tous les objets connectés. Donc les objets connectés sont une solution, ou la santé connectée est une solution, mais il faut absolument que le médecin soit au cœur du dispositif. Et les médecins disent, je veux bien, mais il faut me former. Donc en fait, le système est effectivement pas forcément efficient, mais il y a des solutions en prévention, en intégration des soins, et il faut former les médecins et que les médecins recommandent les bonnes choses aux Français et aux malades. Voilà en quelques mots notre vue sur le système de santé aujourd'hui. Je crois qu'on va entendre parler de Future Health Index dans les prochains jours, prochaines semaines. Ça va être assez intéressant parce que ça va faire un peu un choc des cultures. Jean, par rapport à ça, ça rejoint le côté médecin et hacker. C'est un peu le thème de la journée quand même. Ça va dans le bon sens ou pas ? Télémédecine, téléconsultation, dans un pays comme la France qui, pendant très longtemps, est resté extrêmement serré sur une vision très, très contrôlée. On sent bien qu'il y a une schizophrénie. C'est-à-dire que tous les gens ici, et beaucoup de gens sont convaincus que la télémédecine est une solution aux problèmes des déserts médicaux, à la coordination des soins, à la prévention justement avec des objets connectés. Les gens qui s'y intéressent voient ça comme une solution. Pas forcément toujours complète, pas forcément complètement au point, sur lequel il y a encore beaucoup de choses à craquer pour que ça marche bien, mais c'est quand même globalement une solution. Et quand on regarde le cadre législatif, réglementaire, on se demande si côté pouvoir public, et parfois même côté médecin, c'est pas vu comme un problème, comme une menace. Et il y a cette espèce de mouvement d'essuie-glace entre les deux qui est un peu permanent. Si on prend le dernier PLFSS, il y a des choses extrêmement positives. C'est des vraies ruptures en termes de conception. Au fond, ce qu'on y voit, c'est, au fond, arrêtons les pilotes. La télémédecine, elle commence à être suffisamment solide pour qu'on puisse passer à des financements de droit commun. Et ça, c'est une immense bonne nouvelle. On arrête la folie de multiplier les micropilotes 3000 fois, parce qu'en termes d'efficience, c'est un sujet, pour commencer à entrer dans des logiques de financement plus pérennes, plus stables. Ça, c'est positif. Et en même temps, il y a quelque chose qui est assez drôle pour les gens qui font ça au quotidien, se sont dit, bon, mais alors la téléconsultation, elle sera remboursée si elle se fait en visio. Comme s'il y avait une confusion entre télévision, téléconsultation, mais alors s'il n'y a pas la télé, ça ne doit pas être de la téléconsultation. Alors que les gens qui le pratiquent savent que 60% des problèmes, ils sont résolus au téléphone, sans qu'il y ait besoin de voir le malade, juste en lui parlant. Je ne parle pas d'une téléconsultation d'expert, mais d'une téléconsultation généraliste. Les gens qui pratiquent savent aussi que 75% des gens qui nous appellent disent « Ah non, la visio, j'en veux pas. J'ai pas envie qu'un médecin distant, que je connais pas, voit à quoi ressemble ma chambre à coucher. Et puis d'ailleurs, en fait, je suis même pas dans ma chambre à coucher quand je vous appelle du bureau. J'ai pas envie que mes collègues de bureau voient que je suis en train d'appeler un médecin. Et puis, j'ai pas envie, parce que je vous appelle d'un métro. Et puis surtout, la visio, on le voit tous, ça marche quand il y a de la 4G, quand il y a un bon réseau Wi-Fi, et les gens téléconsultent littéralement de n'importe où. Ça fait partie de la beauté du système. Donc, je dis ça pour dire, il y a un bon mouvement, il y a une bonne intention, il ne faudrait pas qu'elle soit freinée par des réticences. Si on y va vraiment. Voilà le message. Bon, on espère que la loi sera amendée dans le sens d'une facilitation de tout ça et de faire un peu comme ce que disait Nathalie Salle, qui est la vice-présidente de la Société française de télémédecine. On aura réussi la télémédecine quand on aura oublié que c'est télé et médecine, ce n'est qu'une façon de faire de la médecine et pas autre chose. Franck, par rapport à ça,
la création des nouveaux acteurs dans ce nouveau monde. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui veut rentrer dans la santé ? Quand on arrive de l'extérieur, parce que c'est quand même un vrai labyrinthe, en termes de complexité réglementaire, en termes de complexité d'acteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être naïf, il faut être candide. Je ne connais pas encore tous les acronymes. J'en ai une brochure de 90 pages à votre disposition, je vous assure. C'était fait par la Gazette Santé Sociale, c'est un petit ouvrage qui est comme ça. Moi je dirais, il y a un conseil général qui s'applique en particulier à la médecine, mais de manière générale à toutes les startups, c'est le focus. Il ne faut pas vouloir tout faire. Faut essayer de trouver un problème qui est un vrai problème, s'attaquer dessus et y aller à fond pour le résoudre. Parce que d'une part, quand on est une start-up, on n'a pas des moyens illimités, donc si on essaie de tout faire, on ne va rien faire. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est d'autant plus vrai, je pense, dans le secteur de la santé, parce que c'est un secteur compliqué avec plein d'acteurs différents, etc., une complexité. Donc si on peut limiter le nombre d'acteurs à qui on doit parler, c'est aussi facteur d'accélération. Nous, on a notre projet, il est assez complexe par nature parce qu'on parle de parcours, de plateforme bi-hôpital, etc. Et on s'est pas mal interrogé sur comment on allait attaquer ce marché-là. Est-ce qu'on va voir les patients ? Est-ce qu'on va voir les médecins ? Est-ce qu'on va voir les établissements ? Et donc on a beaucoup discuté. Je pense qu'il faut essayer de rencontrer le maximum de monde. Mais on s'est focalisé sur l'établissement comme, je dirais, go-to-market. On va voir l'établissement, on leur vend quelque chose et après, on diffuse auprès de la ville. Et là, je dirais, c'est une solution qui nous convient bien parce que s'il faut aller voir tous les médecins un par un, d'autres le font, ça coûte énormément d'argent et je ne pense pas que toutes les startups puissent le faire. Alors, dans les nouveaux acteurs, est-ce que les médecins ou les professionnels de santé, est-ce que ce sont des bons candidats à être les start-upers de demain ou les utilisateurs de la e-santé ? Philippe, par rapport à ça, votre expérience ? Notre expérience... Les médecins, non, on est dans un système extrêmement régulé, Olivier, donc extrêmement réglementé, avec des médecins qui sont formés à la médecine, principalement, et pas forcément aux nouvelles technologies, j'en parlais avant, pas forcément digital, et effectivement, c'est pas simple. C'est pas simple. On le voit, nous, on a quelques exemples, vous voulez que j'évoque notre plateforme ? Avec plaisir, parce que c'est tout à fait intéressant. Oui, donc... Effectivement, donc pour revenir aussi sur ce qui était dit avant, c'est vrai que la télésurveillance ou la télé quelque chose a beaucoup de mal à rentrer. On passe par des pilotes, on passe par des expérimentations et ça prend du temps. Il faut des preuves. Sur le secteur dont je m'occupe, qui est l'insuffisance respiratoire à domicile, donc à la ville, on a la chance de vivre en ce moment une belle expérience puisque on est en pleine révision de ce qu'on appelle la nomenclature. Donc la prise en charge des patients apnéiques. Monsieur Vigo en parlait au préalable, juste avant. Donc en quelques mots, les patients apnéiques, il y en a aujourd'hui 900 000 en France appareillés. Potentiellement 5% de prévalence de la population française, donc 2 millions de patients, donc encore plus d'1 million appareillés, quelque chose d'assez monstrueux. Et assez important avec des risques sanitaires importants, des comorbidités, la somnolence, l'accident de la route, etc., et des maladies cardiovasculaires associées. Donc on vit une expérience assez intéressante puisqu'on est en train de revoir la nomenclature avec les autorités, avec tous les acteurs du marché, avec les médecins, avec les syndicats de prestataires, syndicats de fabricants. Et on va mettre en place, j'espère, avant la fin de l'année, donc un nouveau système de prise en charge qui va être basé sur le télésuivi. Donc le télésuivi des patients avec un objectif d'un paiement à la performance. Donc les autorités paieront les offreurs de soins que sont les prestataires en fonction de l'observance des patients. Donc la qualité de prise en charge, la performance, l'observance du patient, son adhésion vont être primordiales dans la prise en charge. Donc c'est quelque chose d'assez innovant avec effectivement des technologies innovantes de télésuivi. Et dans ce cadre-là, nous avons effectivement... nous allons prochainement proposer une offre pour nos clients, qui est une offre de télésuivi accompagnement, donc, que je vais vous décrire effectivement, où pour ces patients apnéiques, le principal enjeu et défi, c'est l'observance, puisque plus on est observant, meilleurs sont les résultats, meilleure est la qualité de vie,
moindres sont les risques cardiovasculaires. Donc l'observance et l'adhésion thérapeutique, qui est compliquée puisque c'est chronique. On garde ces équipements de ce qu'on appelle le PPC, pression positive continue, toute sa vie. Et c'est pas simple, et donc c'est chronique. Et l'appareillage est assez pas compliqué, mais plutôt difficile à vivre avec. On dort avec un masque relié à une machine qui souffle de l'air pour maintenir les voies aériennes supérieures. Donc 900 000 personnes en France vivent avec ça, dorment avec ça toutes les nuits. Donc il faut absolument avoir une adhésion thérapeutique pour optimiser l'observance et donc les résultats derrière. Donc au-delà du télésuivi qui sont des machines connectées, nous sommes un des 2 grands fabricants et distributeurs mondiaux de machines de ce type et d'accessoires. Donc nos dispositifs sont équipés de modules GPRS, de modules Wi-Fi, de Bluetooth à l'intérieur. Donc les machines sont plus que communicantes. Effectivement, permettent d'envoyer de la donnée vers des centrales, vers des serveurs. Mais ce qu'on va offrir, c'est plus que ça, puisqu'en fait, on voit bien que la connectivité, ça ne suffit pas. Enfin, c'est ce que disent aussi les Français, il faut mon médecin, il faut de la formation. Donc on va faire quelque chose d'un peu différent, c'est qu'on va non seulement offrir du télésuivi sur toutes les machines, puisque la nomenclature va nous le demander, donc les patients seront quelque part connectés, alors en toute sécurité, selon la réglementation française, selon la CNIL, selon la ZIP. Mais en plus de ça, on est capable aujourd'hui d'offrir des applicatifs ou un applicatif à ces patients qui va lui permettre de mieux comprendre sa pathologie, de mieux suivre, de mieux connaître son équipement aussi, comment voyager avec sa machine, comment traiter sa machine, comment vivre avec sa machine, et également qui va permettre à travers le Bluetooth de récupérer de l'information. Donc le patient le matin verra combien de temps il a dormi, quel est son index d'apnée-hypopnée, son niveau de fuite. Et plus important derrière ça, donc au-delà de l'équipement connecté de haute technologie, on va accompagner le patient avec une plateforme. Alors une plateforme de coaching où on a des coachs qu'on appelle sommeil, des coachs cliniques, qui sont formés aux entretiens motivationnels, qui sont formés à l'adhésion thérapeutique. Et leur objectif, c'est effectivement d'accompagner le patient sur les premiers mois de traitement et au-delà, pour être sûr qu'il adhère au traitement, qu'il comprenne pourquoi il faut adhérer au traitement et qu'il suit son traitement. Le tout étant effectivement coordonné avec un prestataire pour les interventions techniques et également autour du médecin qui synchronise le tout, quoi. Donc pour le médecin, c'est de l'information quand il le veut, quand il le souhaite, avec toutes les notes que peut faire le coach ou les coachs cliniques ou sommeil. C'est donc un médecin enrichi et une médecine différente, des consultations plus efficaces où on peut parler avec son patient de sa santé, d'autres choses, et donc une meilleure prise en charge, on pense, quoi. Donc on a fait un pilote aujourd'hui avec 80 patients, avec des résultats qui sont assez bluffants pour nous, puisque 80% des patients à 3 mois ont une observance supérieure à 4 heures, 95% des patients apprécient le coaching. Voilà, donc un exemple typique où on arrive aujourd'hui dans la vie de tous les jours, on va arriver dans la vie de tous les jours à prendre en charge des patients avec des soins de santé connectés autour d'hommes et de femmes qui vont coordonner tout ça. Voilà. Alors, ce qui je trouve très intéressant aussi dans les résultats que vous ne l'avez pas dit, moi je peux le dire parce que j'ai le droit de taquiner, c'est que vous obtenez de meilleurs résultats que la prise en charge traditionnelle telle qu'elle est faite par les acteurs actuellement sur le terrain. Oui, alors en fait, on combine de l'installation à domicile, puisqu'il faut aller chez le patient pour installer l'équipement, c'est important. C'est important de voir où il vit, c'est important de voir comment s'intègre l'équipement, s'il n'y a pas de problèmes sociaux, etc. Donc il y a ça. On intervient à domicile s'il y a besoin. Si on n'arrive pas à traiter quelque chose, on peut intervenir à domicile. Mais surtout, on multiplie les contacts au téléphone, à travers l'entretien, à travers un protocole qui est propriétaire, qu'on a validé depuis sur plusieurs centaines de milliers de patients aux États-Unis. Et donc, on multiplie les contacts. Une prise en charge traditionnelle, on va avoir à peu près 5 points de contact sur 3 mois. On arrive en moyenne, nous, à 10,5 points de contact. Donc, un meilleur suivi et plus de points de contact. On ne parle pas d'entretien téléphonique, on ne parle pas de visite, on parle de points de contact. Ce qui est important, c'est le contact avec le patient. Ce qui est important, c'est d'échanger, de le faire adhérer, de le motiver. Voilà ce qui est important. Jean, par rapport à la téléconsultation, vous avez vu une utilisation de ces techniques qui est une utilisation particulière ou est-ce que ça, en fin de compte, ça couvre le champ traditionnel de la consultation médicale ? Est-ce que le patient utilise vos services comme un nouvel acteur ou est-ce que le patient utilise vos services comme, on va dire, un complément à la relation qu'il pourra avoir avec son médecin traitant ? Alors,
un peu des deux. C'est-à-dire que le service, il est vraiment proposé avec un message qui est de dire « nous sommes là quand vous n'arrivez pas à accéder à votre médecin traitant », évidemment. On n'est pas une plateforme offshore qui essaie de remplacer le médecin traitant, bien au contraire. Et on propose évidemment aux gens à l'issue de la téléconsultation de faire part aux médecins de ce qui s'est passé pendant cette téléconsultation. Mais les usages, et notamment en ville, font que des tas de gens nous répondent quand à la fin on leur dit alors est-ce que vous voulez qu'on raconte à votre médecin traitant ce qui s'est passé? Médecin traitant, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, j'en ai pas. Ah oui, c'est le truc que coche mon spécialiste quand il me demande si j'en ai un pour être sûr que je sois bien remboursé. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réellement un médecin traitant. Et donc on est une alternative pour certains à une forme d'errance médicale et évidemment pour certains au fait d'aller aux urgences. Notre gros apport, c'est de filtrer des gens qui, sinon, dans le doute, iraient aux urgences, et parfois d'envoyer aux urgences des gens qui, dans le doute, n'iraient pas. Ce qui est aussi un autre problème. Sur les motifs de consultation, oui, c'est des consultations de médecine générale. Donc ça correspond bien à ce qu'on avait voulu créer, c'est-à-dire le médecin généraliste qui est là quand le médecin généraliste n'est pas là. Voilà. Donc c'est les mêmes motifs de consultation avec une surpondération des problèmes gynéco et sexuels et de contraception. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'au fond, c'est plus facile de parler de certaines choses à un médecin à distance qu'au médecin de papa et maman, qu'à un médecin qui vous voit aussi pour la grippe, et dans la difficulté d'accès à un gynéco ou à un dermato, au fond, parfois on se demande si on ne devient pas le premier recours d'un certain nombre de maladies vénériennes, pour être très clair. Alors en plus de ça, si mes souvenirs sont bons, et d'après les chiffres que vous avez montrés, vous avez 30% de consultations qui sont faites en dehors dans le domaine de la permanence des soins, puisque la nuit, et 20% le week-end. Je crois que vous avez, par rapport à cette permanence des soins, vous avez un rôle avec la téléconsultation qui peut très certainement rendre service si on la libéralise un peu sur le plan français. Je pense qu'on peut dire qu'on est, à notre modeste échelle, un élément de la permanence des soins. C'est-à-dire que on a aujourd'hui, tout le monde le sait, un problème de permanence des soins. C'est-à-dire même dans des zones suréquipées comme Paris, si vous voulez voir un médecin au mois d'août, il n'y en a pas. Les systèmes du type SOS médecin vous disent non, on n'a personne. Allez aux urgences. Nous, on est vraiment là quand il n'y a plus grand monde. On est là les week-ends, on est là la nuit, on est là pendant la semaine de vacances de février que les médecins ont bien le droit de prendre. On est là pendant les vacances. Puis on est là aussi, j'ai envie de dire en journée, mais on voit bien qu'il y a des périodes de l'année et des périodes du jour et de la semaine où les gens sont bien contents de nous trouver et où ils ne le savent pas, mais je pense qu'ils commencent à le comprendre. Les urgences seront bien contents demain que de manière officielle, on ait filtré tous les gens qui vont en fait faire de la consultation primaire aux urgences. 12 millions de recours aux urgences par an en France, dont 11 millions qui sont considérés comme inadaptés. Donc on est véritablement sur un vrai problème, sachant que quand vous poussez la porte d'un service d'urgence, c'est 700 €, que vous fassiez quoi que ce soit. De toute façon, ça déclenche une facture de 700 €. Donc on est véritablement sur, on va dire, une sorte de mini-scandale sur le plan sanitaire. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la data. Vous avez parlé tout à l'heure des GAFA. On ne peut quand même pas faire une table ronde sur les nouveaux acteurs dans le domaine de la santé et le nouveau monde sans se poser la question de savoir ce que vont faire les GAFA là-dedans. Je sais que l'ami Olivier de la Boulay, qui travaille chez Apple, fait un atelier de manière concomitante. Ces GAFA, est-ce que quelque part, dans le contexte général, c'est quoi? C'est un grand Satan ou c'est au contraire quelque chose qui va être présent absolument partout et qui va s'infiltrer dans le système de santé avec une redoutable facilité?
C'est pas moi la question là. C'est la question piège. Quand on a travaillé contre Google et les autres. Je pense qu'au final, c'est l'usage qui prime. C'est-à-dire que peu importe l'acteur, peu importe la façon dont c'est fait derrière, si à un moment donné vous n'arrivez pas à joindre votre médecin et que vous avez une application qui vous permet de le faire, vous allez le faire. Si demain Google vous dit si vous utilisez cette app, je vous guéris de votre cancer à 98%, les gens vont le faire. Donc pour moi, c'est la performance et l'usage qui priment. Et du coup, c'est ça qu'il faut avoir en tête, notamment quand les savants réfléchissent à l'évolution du système de soins en France. C'est comment on fait en sorte que ce système ne se fait pas disrupter par des gens qui vont venir un peu sur le côté sans prévenir et qui vont aller directement aux patients avec des performances, que ce soit en termes de coût, d'efficacité, qui seront sans commune mesure. Et donc, je pense que c'est très. Enfin, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Et c'est compliqué de voir comment on trace ce chemin entre la gestion du quotidien, qui est un quotidien extrêmement rythmé, je dirais, et cette prise de vue pour dire, en fait, demain, il faut peut-être que je me réinvente. Alors il y en a qui vont devoir réinventer leur métier, de toute façon c'est aussi les médecins. C'est Guy Valencien qui disait un médecin ça doit devenir transgressif, c'est-à-dire on est formé, je suis médecin de formation, on est formé comme des méditech, des super techniciens, des super ingénieurs conseils sur le plan de l'utilisation d'un certain nombre de plateformes technologiques. On a perdu d'ailleurs beaucoup d'humanité et d'humanisme dans la relation qu'on peut avoir avec le malade. Mais demain, la transgression, ce sera justement d'apporter une surcouche, on va dire une surcouche humaine ou de prise en charge ou de coordination de parcours. Est-ce que ça fait partie, d'une certaine manière, des nouveaux métiers que vous voyez arriver ou pas ? Ou est-ce que ça va être quelque chose qui on va rester dans une dimension de la médecine très technique, très technologique Là, je dirais que c'est aussi un problème du secteur qui est très formaté. C'est qu'on peut difficilement redistribuer la création de valeur entre différents acteurs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites par des médecins qui pourraient être externalisées à d'autres... délégation de tâches. Voilà, les ophtalmos l'ont bien compris avec les orthoptistes, etc. Je pense qu'il y a d'autres professions où on pourrait en effet réserver le médecin pour vraiment des actes médicaux où on a besoin de son savoir et des actes plus techniques pour être délégué de coordination, par exemple, à d'autres acteurs. Mais ça c'est pas simple à mettre en place en France. Non, et je pense qu'il faudrait que la profession s'interroge un peu là-dessus. C'est pas tout à fait simple non plus, en particulier sur le plan de la formation des médecins et des personnels paramédicaux. Je pense qu'on pourrait prendre quelques questions dans la salle si certaines personnes voulaient poser des questions. Ce qui serait bien à ce moment-là, c'est que vous avez des micros devant vous, donc il suffit d'appuyer sur la touche pour pouvoir le déclencher. Si vous voulez poser une question, vous levez le doigt, vous vous présentez parce que vous connaissez nos intervenants, mais nous, on ne vous connaît pas, et vous nous dites en quelle qualité vous voulez la poser. Est-ce que quelqu'un a une question ? Bonjour. Jean-François Schaff, cofondateur de Postello, qui est une toute petite start-up qui est en train de démarrer en fait dans le secteur de la santé et de la communication de données dans la santé. Je vous interroge sur le rôle des GAFA en fait, qu'on voit pas trop, enfin que moi en tant qu'utilisateur d'applications dans la vie de tous les jours, je vois pas le rôle des GAFA dans la santé. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur ce qu'ils sont en train de faire? Et est-ce que vous êtes au courant de ce qu'ils sont en train de faire et pourquoi on ne les voit pas encore? Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a des spécificités pays très fortes, par exemple législatives, etc., qui fait que c'est des marchés trop petits pour eux, que ça ne les intéresse pas parce que c'est trop morcelé? Enfin, je ne sais pas. Voilà. Jean, des éléments de réponse? Oui. Non, ils sont pour certains très, très, très actifs. Il y a Apple qui est dans une des salles adjacentes, par exemple, qui est très, très, très présent sur tout ce qui va être les applications santé, qui facilitent le rôle des développeurs pour qu'il y ait de plus en plus d'applications disponibles sur les iPhones. Ça, c'est un exemple. Google a créé une société, s'est démembré pour créer une société dédiée à la santé, avec le côté
obsessionnel et peut-être légitime de toutes les GAFA de pomper un maximum de data et puis de se demander après qu'est-ce qu'on fait avec une problématique d'ailleurs, c'est que nous on est très régulé, c'est très bien. Je veux dire, c'est très sensible, la santé, c'est très important. On n'a pas le droit d'enregistrer les gens qui nous appellent, ou uniquement dans certaines circonstances. On a des systèmes hyper cryptés pour communiquer, qui parfois sont un vrai frein au développement des innovations. Mais il y a une volonté derrière très forte de dire on protège la vie privée des gens parce que la santé, c'est pas exactement comme la musique ou la lecture ou les recherches que vous faites pour vous acheter un jean. C'est quand même spécial. Or, pour des raisons à la fois techniques et législatives, les GAFA, elles échappent à toute cette réglementation. Donc ça, c'est un sujet. Mais donc, ils s'intéressent évidemment à la santé. Et puis, il y a Amazon. Est-ce que demain, le petit assistant personnel à qui vous pouvez commander un pack d'eau ou de couches culottes, vous pourrez lui dire... il pourra vous dire, tiens, tu as éternué, est-ce que tu veux appeler un médecin? Donc, toutes ces idées-là sont dans l'air, pas complètement encore formalisées, pas encore concrétisées forcément dans une stratégie ultra claire, mais ils sont déjà sur la santé, ils y seront encore plus demain. Philippe? Oui, je voulais juste rajouter, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean. On est sur un système extrêmement régulé, protégé quelque part, mais extrêmement régulé. Il faut savoir que la santé, avec par exemple le PLFSS, est un système étatique. C'est l'État qui dirige la santé, les hôpitaux et la ville. Donc ces sociétés connaissent pas ce monde-là et c'est extrêmement difficile de rentrer dans ce monde-là. Alors il faudrait peut-être s'inquiéter le jour où ils vont faire une acquisition d'un géant. Si demain ils achètent G-Medical ou Philips Santé ou Toshiba, là il faut s'inquiéter parce que ça va les faire rentrer sur ça. Et c'est sûrement par là qu'ils vont rentrer. Je partageais une expérience, on parlait d'Amazon. Chez Philips, moi j'ai des collègues qui s'occupent de la santé personnelle, donc les brosses à dents connectées, les produits Avent, etc. On discute et c'est deux mondes différents. Le nôtre, chez L-System, en fait, où on est dans le monde régulé et la santé personnelle, les discussions en réunion ou en brainstorming sont assez fabuleuses, quoi. Mais pourquoi tu ne vends pas plus de trucs, quoi? Mais t'as qu'à faire de la pub et t'as qu'à faire ceci. Voilà le genre de discours qu'on a. Et là, c'est le monde des GAFA. Et je dis, mais attends, moi, la pub, j'ai pas le droit d'en faire. Puis j'ai un médecin, et puis j'ai une prescription, et puis ceci, puis cela. Donc, mais pourquoi c'est comme ça, quoi. Et donc, il y a toute une éducation à faire. Je pense que, je vois pas les GAFA comme un danger aujourd'hui, comme une menace pour les gens qui sont en santé régulée, si ce n'est le jour, effectivement, quand ils vont y rentrer, peuvent très bien racheter Samsung et y rentrer facilement après. C'est les clés, quoi. C'est trouver les clés. Voilà. Qui a une question? Oui, bonjour, docteur Delaunay, médecin de santé publique et accessoirement travaillant en Medtronic dans l'accès au marché. Vous parliez justement du fait que le monde de la santé, c'est au final très étatique et extrêmement régulé. Or, on a justement un représentant de société d'assurance, un de développement de technologie médicale et un de start-up. Est-ce que vous n'êtes pas tenté de développer ces nouvelles solutions extrêmement intéressantes ailleurs qu'en France? Où c'est moins régulé, c'est ça? Exactement. Alors Franck, pourquoi on reste en France quand on est un start-upper avec la couche? Quand vous mettez le code de la santé publique plus le code de la sécurité sociale, vous en avez plus que le code pénal et le code du travail. C'est vrai que c'est tout à fait particulier. Et si vous prenez un directeur général d'ARS, comme Michel Lafourcade ici par exemple, il doit recevoir à peu près 200 circulaires par an, sachant que les 200 circulaires venant de la Direction générale de l'offre de soins ne sont pas des mémos qui font 15 lignes, c'est des choses qui font 40 à 70 pages. Donc oui, il y a une vraie régulation. Alors, vous allez croire que je suis maso, mais je ne suis pas resté en France, je suis revenu en France pour démarrer Honestica. J'étais en Californie avant. Alors, là-dessus, c'est un point de vue très personnel, mais moi je pense que quand on démarre une société, là encore on est fragile, on est petit, il faut le faire dans un environnement qui est
qui est le plus adapté possible. Et pour moi, l'environnement adapté, alors certes, il y a beaucoup de contraintes en France, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Le premier, c'est qu'étant français, c'est quand même un pays qu'on connaît bien. On est entouré de soutien de ses amis, etc. On connaît son réseau, donc pour recruter, c'est plus facile. Les ingénieurs français sont très bons. Il y a aussi des contraintes qui font que c'est aussi intéressant. Voilà, moi, je n'envisage pas du tout de démarrer un pays autre que la France avant d'avoir démontré qu'on est capable de le faire en France. Voilà. Philippe, Jean? Oui, donc on est une multinationale, donc c'est pas des solutions que françaises, c'est du partage en fait. Hein. Ce qu'on fait nous, on l'a pris d'une expérience, enfin d'une solution existante aux États-Unis, et on partage tout ça. Et par exemple, ce même type de solution a été développé en Inde. Philips Inde a créé sa filiale Philips Home Care, voilà, basée sur ces technologies, sur ces techniques, etc. Donc oui, c'est partagé partout et ça bouge, quoi. Donc on n'a pas de problème d'exportation. C'est davantage, effectivement, c'est régulé un peu partout, hein, c'est aussi bien régulé, mais bon, l'Inde un petit peu moins, donc c'est peut-être plus facile d'y aller, ça va plus vite. Après, c'est une question de temps. Combien de temps ça prend pour rentrer sur le marché, pour le développer? C'est surtout une question de temps après. Nous avons lancé la téléconsultation en France, mais aussi aux États-Unis, à Singapour, en Espagne, en Italie, en Allemagne, et je suis sûr que j'oublie quelque chose, et au Canada. Eh bien, c'est régulé partout, mais pas de la même manière. Et notamment les États-Unis, par exemple, où on peut imaginer que c'est le paradis de la télémédecine, etc. C'est extrêmement régulé. À titre d'exemple, par exemple, si vous voulez faire une téléconsultation avec un malade qui est dans le Minnesota, il faut un médecin dans le Minnesota. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'ouvrir 50 centres de téléconsultation si vous voulez faire de la téléconsultation domestique aux États-Unis. Donc en Allemagne, la téléconsultation est autorisée uniquement par un médecin qui a déjà vu le malade physiquement avant. Donc au fond, chaque système a mis en place, pour des raisons différentes, des protections, des règles qu'il faut simplement apprivoiser. Mais ce n'est pas forcément plus facile ailleurs. Philippe, vous vouliez intervenir, non? Oui, bonjour, c'était un petit commentaire complémentaire là, sur la... Vous vous présentez? Oui, pardon, je suis médecin hospitalier et innovateur en série là, depuis 25 ans. Pardon? Et vous vous appelez? Renaud Bessler. Et donc là, je vais donner juste un petit commentaire au sujet de la première question, pour rebondir sur la question des usages, de la régulation et des GAFA. Je pense que la question sur les usages est extrêmement vraie, la régulation chez nous est extrêmement lourde, et je voulais juste donner un tout petit exemple de ce que font les GAFA sans le savoir dans plein d'hôpitaux tous les jours. Nous, dans notre hôpital, on a eu les internes qui ont trouvé extrêmement pratique quand ils avaient un scanner et qu'ils avaient besoin d'un avis d'un neurochirurgien. La manière la plus simple de faire ça aujourd'hui en France, c'est de prendre une photo du scanner avec son iPhone et de l'envoyer à son copain neurochirurgien au CHU. Et ça marche très bien, ça évite le déplacement du malade, etc. Ça permet de faire exactement tout ce qu'on voulait faire avec la télémédecine, mais comme on a mis longtemps à le faire et à s'interconnecter, finalement, l'usage a effectivement primé et ça marche très bien. C'est super illégal, c'est très efficace. Voilà, c'était juste un petit commentaire là-dessus. C'est le champ de la téléexpertise, c'est-à-dire dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances sécurité sociale de l'article 36, considère que la téléexpertise n'est pas dans le champ même, il restera dans le champ expérimental. Donc vous voyez qu'on a encore du temps à faire évoluer le législateur, parce que ce que vous dites est parfaitement vrai. Moi je vis, je ne devrais pas le dire, mais au fin fond de la Bourgogne, dans un... Ça ne vous choque pas, j'espère, mais dans un désert médical. Et c'est vrai que le jour où on a une tache noire sur la peau, le plus simple, c'est d'aller prendre une photo avec son Samsung ou autre chose pour l'envoyer ensuite à son copain dermato. C'est clair que ça se fait exactement comme ça et c'est tout à fait illégal, c'est vrai. Mais ça marche très bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, Sandrine. Oui, merci. Bonjour, Sandrine Bourignon, Econus de la Santé. Et directrice d'une
nos ex-startups, on va dire. Moi, j'avais une question sur l'identification des nouveaux acteurs. Vous avez évoqué, enfin Olivier l'a évoqué rapidement, les parcours de soins. Aujourd'hui, on a une multitude de projets. Alors, la télémédecine, c'est historiquement à peu près ce qui s'est le mieux construit et sur lequel on va avoir effectivement un peu de régulation et de tarification. Mais aujourd'hui, qu'on soit patient, professionnel de santé, qu'on travaille dans le système, on a du mal à identifier l'ensemble des projets que vous pouvez mener, d'identifier les acteurs. Et du coup, la question, c'est comment on fait pour que ces projets, j'imagine, avec peut-être un petit nettoyage d'efficacité et d'efficience, en tout cas que les projets les plus performants arrivent bien aux patients et aux professionnels et qu'on puisse les inscrire dans des logiques de parcours de soins qui sont aujourd'hui des logiques assez guidées par les institutions et les autorités, donc comment, et les sociétés savantes aussi d'ailleurs, comment on fait pour faire reconnaître comme étape de prise en charge, comme solution, de manière très claire dans les guidelines pour que les professionnels puissent les proposer aux patients. On participe déjà à WDMH, c'est la première des choses, ça permet d'avoir un highlight sur ce que vous faites et sur vos projets. Et ça, je pense que c'est cette initiative, bravo David et Édouard et les autres, parce que content de voir que ça existe, parce que en dehors d'un cénacle comme celui-ci, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas de plateforme de connexion ou de connaissance de tous ces projets. Franck. Moi, je répondrai autrement à la question. Je pense que il n'y a pas assez d'innovation, au contraire. Donc on n'est pas en train de dire oh là là, il y a trop d'acteurs, je suis perdu, mais il n'y en a pas assez, il faudrait qu'il y en ait plus. Et justement, il y a tellement d'obstacles qui font qu'il n'y en a pas assez, c'est dommage. Je pense que quand il y a beaucoup d'acteurs, c'est bon signe. Ça veut dire que le marché est sain, il y a de la compétition, et en général, il y a un ou deux leaders qui émergent. Si on prend la prise de rendez-vous, par exemple, en ligne, il y avait beaucoup d'acteurs, certains émergent comme des leaders. Et je pense que si dans chacun des secteurs, il y a beaucoup de compétition, naturellement, certains vont exécuter plus que d'autres, vont se démarquer, et ça se fait dans toute l'économie en général, sans qu'il y ait besoin de spécificité spéciale au secteur. Pourtant, on dit que la France, c'est vraiment un pays sur le plan de la French Tech qui est quelque chose de fort. C'est un pays qui est très dynamique et on est très bon dans le classement international. Il y en a de toute façon pas encore assez. Alors, moi, je suis ravi de voir que depuis 10 ans, c'est vrai qu'il y a une explosion du nombre de startups en France en général, et ça c'est extraordinaire, comparé à là où ça a été il y a 10 ans. Évidemment, je ne compare pas à d'autres pays. Donc ça c'est extrêmement bien. Maintenant, dans le secteur de la e-santé, ce qui est regrettable, c'est que tous les acteurs se heurtent aux mêmes difficultés qui sont... comment je vais, si je dois m'adresser aux médecins, par exemple médecin de ville, chacun va essayer, avec son petit bâton de pèlerin, de contacter ces gens-là, de leur faire créer des comptes, etc. Comment j'accède aux données du patient, chacun va essayer de faire son... Voilà. Et donc c'est autant d'obstacles, parce qu'il n'y a pas de plateforme sur laquelle bâtir, il n'y a pas de App Store ou de iOS de la santé qui permet de créer une app de e-santé facilement et la déployer sur tous les médecins, tous les malades. Les incubateurs ne sont pas suffisants? Ou il n'y en a pas assez ou non? Ça agit sur autre chose. Ça agit sur autre chose. Philippe, vous vouliez... Oui, juste pour rajouter deux petits points, effectivement. Merci pour la question, c'est intéressant. Je pense qu'effectivement, comme Olivier disait, des journées comme aujourd'hui, ça nous permet de communiquer. On ne réalise pas forcément ça. Effectivement, je crois qu'on a un devoir de communiquer à travers ça. Nous, on le fait aussi pas mal sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, on est assez actif là-dessus. Enfin, on essaye. Notre marketing essaye de faire pas mal de communication, mais je pense qu'il y a un vrai chantier à faire là-dessus. Après, c'est pas à la portée de tout le monde, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi changer les pratiques. Il faut que ça rentre dans le système. Et là, après, je vais faire la pub d'Olivier. Il faut du market access, quoi. Il faut aller voir les gens. J'en fais pas mal, moi. Il faut aller voir les gens, il faut aller voir les autorités, il faut aller voir les acteurs, ceux qui décident. Puis il faut prendre son bâton de pèlerin, puis il faut être patient. Et puis là, c'est une autre partie pour faire développer le truc. Mais les deux, je pense que les deux sont importantes. Enfin, les deux sont importantes, mais il y a sûrement un gros chantier à faire sur la communication. Ouais. Jean ? Comme il y a, j'espère, beaucoup de start-upers dans la salle, moi je dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on vit à une époque où il n'y a pas de génie méconnu.
on n'est plus à l'époque où il y avait un peintre qui faisait des choses géniales dans son grenier, et puis voilà, il accédait pas au marché. On découvrait 2 siècles après que c'était génial, et le gars était mort dans la misère. Ça n'existe plus aujourd'hui. Je veux dire, c'est la magie d'Internet, c'est la magie des réseaux sociaux. Le gars qui a une bonne idée, son idée sera connue. Après, là où il faut être un peu prudent, c'est que, je veux dire, les grosses entreprises qui sont vues à juste titre comme des gens qui peuvent financer l'innovation et qui ont de l'argent et qui sont intéressés par l'innovation, mais on est submergé de mauvaises idées. Et en général, dans le domaine de la santé, la mauvaise idée, c'est celle qui n'a pas de fond médical. C'est-à-dire, alors il y en a d'autres, il y a des tas de manières d'avoir des mauvaises idées. Je pourrais vous en donner plein, j'en ai moi-même beaucoup. Mais une des pires mauvaises idées en santé, c'est de partir de la techno en n'ayant aucune compréhension de l'environnement médico-social, économique et social dans lequel on travaille, et de dire ah bah regarde, mon machin fait papa-maman, ça doit sûrement servir à quelque chose dans la santé. Mais il y en a beaucoup. Et donc moi j'incite vraiment vivement les hackers, les start-upers à beaucoup réfléchir en amont avec des docteurs pour savoir mais qu'est-ce qui va être utile pour vous, qui va changer votre vie, de quoi ont besoin vos malades, ou de quoi a besoin un hôpital pour être plus efficient. Il faut vraiment, pour être efficace dans la création d'une start-up santé, partir du besoin. C'est un peu basique de dire ça, mais c'est quoi le besoin du patient? C'est quoi le besoin du médecin? C'est quoi le besoin de l'hôpital? Et éventuellement, c'est quoi le besoin du financeur? Mais si on a déjà répondu au problème d'un patient, d'un hôpital ou d'un médecin, il y a bien un financeur qui va s'y intéresser parce qu'il y aura un modèle économique. Claude Chaumeil pourra critiquer ce que je vais dire, mais dans le diabète, je crois qu'il y a 1200 applis en ce qui concerne le diabète, le suivi du diabète. Si vous avez la tentation de faire la 1201e, vous pouvez le faire, mais je crois que le taux d'utilisation de ces applis est catastrophique. C'est vraiment, voilà, dans le domaine des bonnes mauvaises idées, je crois que c'est un exemple absolument magique, ce 1200 applis sur le diabète. Claude. Alors Claude Chaumeil est le vice-président de la Fédération française diabétique. Alors, merci Olivier de me donner la parole. Dans le domaine du diabète, mais comme dans beaucoup d'autres domaines, la plus grosse difficulté et le plus gros écueil de beaucoup des personnes, c'est de faire sans les patients. S'inquiéter de ce que le patient, s'il a intérêt ou pas, si alors dans le cas d'une app, si l'application répond à un besoin, si elle est facile à utiliser. Il y a quelques années, tout le monde venait nous voir à la fin pour savoir si le design était correct. Donc on passait après le service juridique, après le service marketing, et arrivait enfin le patient. Et lorsque le patient disait mais attendez, ce truc-là ça va pas, on lui disait ah oui mais bon on peut plus changer, ça a été validé. Voilà, donc on était un petit peu là-dessus. Donc maintenant nous au niveau de la Fédération française diabétique, on a monté depuis un peu plus de 2 ans le Diabète Lab. Donc le Diabète Lab, c'est un service au service de l'innovation, mais aussi au service des patients, surtout en premier. Le Diabète Lab, c'est de se demander d'abord de quoi le patient a besoin. Et pour les diabétiques, qui connaît mieux les diabétiques que la Fédération française diabétique, donc voilà, on est vraiment un acteur qui se place comme étant un peu l'interface incontournable entre l'innovation et le patient, puisque bon, on a aussi beaucoup d'entreprises qui s'adressent directement aux patients parce que on voit les personnes qui développent une application parce que ma maman est diabétique. Voilà, donc on va avoir une application pour une personne et après il veut, voilà, mais bon, mais des fois il y a des bonnes idées qui partent de cela. Bon, il y a eu un gagnant du concours Lépine il n'y a pas très longtemps qui était parti de ça et qui ensuite, bon, voilà, comme il avait gagné le prix le premier prix du concours Lépine. Bon, voilà, il y a des personnes qui sont intéressées à ce qu'il avait fait, mais si la personne développe ça toute seule, sans avoir l'avis d'une cohorte de patients, d'une équipe, et puis surtout avec une méthodologie, parce que notre Diabète Lab, ce n'est pas quelque chose qu'on fait ça dans notre coin parce qu'on connaît, voilà, on a un fichier de quelques milliers de patients diabétiques. On a une équipe de sociologues, de personnes comme ça qui sont vraiment là
pour mener des études, soit Cali, soit Conti, mais bon voilà, des choses vraiment très sérieuses et scientifiquement éprouvées. On ne dira jamais, en termes de market access, personnellement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ne montez jamais quoi que ce soit dans le domaine de la santé si vous n'avez pas un lien extrêmement fort avec une association de malades qui va vous expliquer véritablement comment au jour le jour les choses se passent, quels sont les vrais besoins. C'est malheureusement souvent pas les médecins qui ont cette connaissance intrinsèque de la pathologie. Et ça, je pense que ça peut éviter de faire chuter une start-up ou un projet, parce que très souvent, on fait l'impasse là-dessus. Et je crois que c'est une erreur fondamentale. Un mot de conclusion, on arrive à la fin de notre table ronde. Franck, Jean et puis Philippe. Nouveaux acteurs. Une vision positive. Il y a des choses encore à faire ou est-ce qu'on est en train de stagner? Est-ce que... Là, on est au début d'un hackathon, donc il y a évidemment plein de choses à faire. Il y a tout à inventer. On est à l'âge de pierre, vraiment sur l'usage de la donnée, par exemple, dans la santé, donc il n'y a plus qu'à. Super. Jean? Même chose, ça démarre aujourd'hui. Enfin, on est au début de quelque chose d'extraordinaire. Oui. J'étais au téléphone hier avec un médecin qui justement on a fait une présentation à un congrès récemment de ce qu'on peut faire en télésuivi là, et médecin qui est jeune, hein, une quarantaine d'années, et sa réaction c'était waouh, ça change et ça change vite quoi. Donc oui, un message d'optimiste, très optimiste. Il y a des choses fantastiques qui vont se passer. On a ce numérique, ce digital, tout ce qu'on peut appeler la santé connectée, enfin tous ces mots-là. C'est fantastique. Ça va changer la santé dans les années qui viennent. On est extrêmement excités, si je peux me permettre ce terme. Par contre, il faut le faire effectivement avec les gens. Enfin, je crois que le message, c'est pour ça que sur les GAFA, l'application, le truc tout uniquement numérique, non, on n'y croit pas. On y croit effectivement la santé connectée, tout ça avec les malades, avec les médecins, les professionnels de santé, avec tous les acteurs. Ça, je crois que c'est un point fort qu'il faut rappeler. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur participation.